Le premier tour de l'élection présidentielle, initialement prévu pour le 9 novembre, est reporté au 16 novembre. La campagne électorale est prorogée d'une semaine. Telle est la décision prise par la HCC ce jour. Le président du Sénat a été destitué aujourd'hui lors d'une session extraordinaire d'urgence convoquée par le gouvernement collégial. Erimana Narazaf Maïf, qui avait présidé la séance à son ouverture, a quitté la salle et a refusé de remettre l'écharpe au sénateur Richard Ravalman. La session extraordinaire est considérée anticonstitutionnelle. Dans l'actualité internationale, Israël a averti jeudi qu'il n'y aurait pas d'exception humanitaire à son blocus imposé sur la bande de Gaza tant que tous les otages n'auraient pas été libérés. Le premier tour de l'élection présidentielle, initialement prévu pour le 9 novembre, est reporté au 16 novembre. Le deuxième tour est quant à lui maintenu au 20 décembre. C'est ce qui ressort de la décision numéro 14 ACC par T3, publiée par la Haute Cour constitutionnelle ce jeudi 12 octobre. La campagne électorale pour le premier tour du scrutin est prorogée d'une semaine et prendra fin le 15 novembre à 0h. Dans cette décision, la HCC a jugé la requête formulée par le parti Anzumara Serif Baovao et le candidat numéro 7 à la présidentielle Nahand Robel régulière et recevable. Toutefois, la demande de ces deux requérants tendant à constater le cas de force majeure pour le report de la date du premier tour de l'élection présidentielle pour cause de force majeure est rejetée. La HCC précise que c'est en vertu de son pouvoir de régulation qu'elle ordonne le report du premier tour de l'élection présidentielle au 16 novembre. Le président du Sénat a été destitué aujourd'hui par 15 sénateurs sur 15 présents au cours d'une session extraordinaire du Sénat. Décidée en Conseil des ministres hier, cette session extraordinaire du Sénat est anticonstitutionnelle d'après les explications. Une situation qui a poussé le président du Sénat à quitter la salle et à clore la session, d'autant qu'il s'agissait d'une manœuvre politicienne ourdie par les dirigeants actuels et leurs partisans qui mettent en cause son état de santé d'après les explications. Cette session extraordinaire n'est pas conforme à la Constitution. Les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, sont concernés lorsqu'on convoque une session extraordinaire. La destitution du président du Sénat doit être motivée par un manquement qu'il a fait à la Constitution. Les sénateurs signataires invoquent une maladie mentale. Or, comme toute personnalité publique, étant moi-même la deuxième personnalité de l'État, doit subir un contrôle médical tous les 3 mois. Je peux vous montrer mon dossier que j'ai montré hier sur TV5 Monde. Toutes ces allégations ne sont donc pas fondées. J'ai saisi la Haute Cour constitutionnelle pour lui demander si votre démarche actuelle est fondée. Nous pouvons avoir des divergences de vues, mais cela n'empêche pas notre fille Avanan. Je ne regrette en rien le bien que je vous ai fait. La session est close. Le président du Sénat a refusé de mettre l'écharpe au sénateur Richard Ravalman lors de cette session extraordinaire. Pour rappel, Richard Ravalman a été nommé sénateur sur le tard par l'ex-chef d'État quelques jours avant sa démission. La personne à qui vous m'avez demandé de remettre l'écharpe est un natif du même village ancestral que moi. Par 2 fois, il a fait des déclarations contraires aux filles Avanan. Il a notamment menacé de retirer mes gardes du corps. Notre fille Avanan est détruite. Je ne lui remettrai pas l'écharpe et personne ne peut m'y forcer. Je pense que c'est clair. Le sénateur Njinara Kotunjainbe, qui a quitté les lieux lors du vote de destitution du président du Sénat, a fait valoir que la convocation par le gouvernement d'une session extraordinaire était anticonstitutionnelle. La session extraordinaire demandée par les sénateurs du groupe IRD est anticonstitutionnelle. Normalement, une demande de session extraordinaire concerne à la fois l'Assemblée nationale et le Sénat.
Cependant, lorsque la session extraordinaire concerne uniquement le Sénat, le gouvernement doit solliciter un avis sur 3 points précis: les questions sociales, les questions économiques et les questions relatives à l'organisation des collectivités décentralisées. Il ne devrait pas y avoir d'autres sujets à l'ordre du jour. J'ai pris la parole tout à l'heure, non pas pour susciter une polémique, mais pour rappeler que nous évoluons dans un régime politique fondé sur les principes de démocratie, de liberté d'expression et de respect de la loi. Je m'exprime afin de rappeler les principes que le Sénat est tenu de suivre. La session extraordinaire du Sénat se poursuivra demain, d'après le vice-président du Sénat, Nicolas Rabé-Mananzar. Irman Arazafmaev a aussi été radié de la plateforme pro-Radziwill IRD aujourd'hui. La destitution du président du Sénat, telle qu'elle a été menée aujourd'hui au palais d'Anouskiel, est illégale. C'est ce qu'a déclaré l'ancien président du Sénat, Riv Rakoutfao. Selon lui, le changement du président de cette institution ne relève pas d'une séance extraordinaire comme celle-ci. Les articles 83, 84 et 85 sont clairs, stipulant que seule une session ordinaire peut autoriser une destitution de ce genre. Lorsqu'arrive la convocation du gouvernement provenant du Conseil des ministres, il existe d'autres procédures internes à suivre. Tout d'abord, une réunion de bureau permanent impliquant ensuite la commission des présidents pour voter l'ordre du jour avant de le soumettre à l'Assemblée plénière pour un vote final par l'ensemble des membres. Cependant, dans ce cas, les sénateurs n'ont pas suivi ces étapes. C'est la raison pour laquelle le président du Sénat a quitté la réunion, sachant que l'ordre du jour du gouvernement était anticonstitutionnel. Les actions du vice-président sont tout simplement une violation de la loi. Quant à ce qui le motive, c'est à lui de répondre. J'attends comme tous les malgaches que les membres de la HCC retrouvent leur intégrité. Même ceux d'entre nous qui ne sont pas des spécialistes du droit comprennent que cette situation est en totale contradiction avec la loi. Ce qui pousse le gouvernement à agir ainsi, ce sont des manœuvres politiques douteuses. Il semble craindre les conséquences de ces actions. Selon ces explications, les dirigeants actuels du gouvernement semblent adopter des pratiques politiques peu scrupuleuses. Jusqu'à présent, la HCC n'a émis aucun avis concernant la nomination du nouveau sénateur annoncé aujourd'hui. Il est vraiment triste de constater que notre pays est aux prises avec des pratiques politiques douteuses. Ce qui est surprenant, c'est que le Sénat lui-même est impliqué. Maintenant qu'ils sont destitués le président du Sénat, la question est quelle en est la raison. Ils prétendent que c'est en raison d'un motif grave déclaré par la HCC. Toutefois, affirmer que le président du Sénat a perdu la tête, comment peuvent-ils en être sûrs? Ils ne peuvent pas établir de telles affirmations. Révoquer le bureau permanent et le président pendant une session spéciale est contraire à la procédure. Nous le savons tous. La situation est vraiment triste. Et c'est pourquoi je dis que la politique est corrompue à Madagascar. Lorsque le président a annoncé la fin de la réunion, il était encore en fonction à ce moment-là et la réunion aurait dû se terminer. Il n'aurait pas dû y avoir un autre sénateur pour prendre la présidence de la réunion par la suite qui lui a donné l'autorisation. Tout cela est très préoccupant. Il semble que la volonté de M. Radziwill de démanteler le Sénat se réalise. J'attends de voir quelle décision ou dans quel arrêt la HCC acceptera le nouveau président du Sénat désigné par la présidence. Jusqu'à présent, il n'y en a pas eu. Une fois de plus, les regards se posent sur la HCC. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si la HCC va enfreindre les dispositions de la loi à l'instar des sénateurs ou si elle va examiner correctement toutes les étapes nécessaires à la destitution du président du Sénat. Les manifestations du collectif des candidats se sont poursuivies aujourd'hui à Apask. Le nombre des partisans n'a cessé de croître. Après
Après à Pasque, ils ont continué vers 67 hectares. Au cours de la marche, un incident a éclaté entre les supporters du collectif des candidats et quelques partisans de l'ancien président, mais il n'y a pas eu de violence physique. Les activités économiques n'ont pas été perturbées. Les marchands ont pu poursuivre leur activité le long de la route où les candidats et leurs partisans manifestaient. À Tomadink, les candidats ont réitéré la raison de leur manifestation en mettant en avant qu'elle vise à servir l'intérêt de l'ensemble des Malgaches. N'abandonnez jamais sans avoir combattu. Ne vous inquiétez pas, ils ne pourront jamais nous vaincre. Voici notre objectif. Nous n'accepterons aucune forme d'ingérence étrangère dans la présidence de Madagascar. Nous nous rassemblons pour défendre le respect et l'application de la loi, car c'est la loi qui protège l'ensemble de nos concitoyens. Notre combat vise à établir un état de droit à Madagascar où tous les citoyens seront protégés. C'est pourquoi nous sommes si nombreux ici et nous persévérons dans notre action. Nous optons résolument pour des manifestations pacifiques, car nous croyons que notre comportement et notre intelligence sont à un niveau supérieur. Il est important de souligner que notre mouvement dure depuis plus d'une semaine et que nous avons toujours maintenu la paix. Certaines personnes cherchent à semer le trouble, mais nous avons choisi de ne pas céder à ces provocations. Nous sommes convaincus que la paix est le fondement sur lequel nous pouvons construire un pays durable. De plus, des citoyens des régions commencent également à se joindre à notre mouvement. Nous montrerons au monde entier que le peuple malgache est sage et intelligent. Notre lutte se poursuit avec détermination. Les candidats qui n'ont pas pu se joindre à la marche ont envoyé des représentants. La marche s'est ensuite poursuivie vers Vassakos, où les candidats ont souligné que leur but est de garantir des élections justes et transparentes. Ils n'ont aucunement peur de ces élections. Vous tous ici représentez l'avenir de Madagascar, car vous êtes des individus qui respectez la loi, apprécient l'ordre et la paix. C'est à travers des actions pacifiques que nous gagnerons. Je tiens à réitérer que nous nous rassemblons ici pour protéger ces valeurs. Nous aspirons à l'établissement de l'état de droit, car c'est le seul moyen de garantir des droits égaux pour tous les citoyens. La loi est l'élément qui peut nous unir sur un pied d'égalité, car si certains continuent de se croire au-dessus des lois, notre nation ne pourra jamais progresser. Madagascar appartient à chacun de nous et non à un groupe restreint. Nous persévérons pour ramener Madagascar sur la voie de l'état de droit. Personne ici n'a peur des élections. Nous aspirons à des élections justes et transparentes. Nous voulons des actions concrètes. Ce que les 11 candidats veulent, c'est apporter une aide concrète aux Malgaches. Les députés ont également réitéré leur soutien à cette manifestation. Une nouvelle manifestation aura lieu demain. Depuis le début de la campagne électorale mardi dernier, une rumeur circule concernant des pratiques douteuses en soutien au candidat numéro 3. Aujourd'hui, nos journalistes se sont rendus à Amboutcharaab pour enquêter sur cette question.
Ils ont découvert que des membres du parti TGV avaient entrepris de répertorier les noms des habitants de chaque localité qui avaient accepté une offre de 20 milliards en échange de leur vote en faveur du numéro 3 lors du scrutin du 9 novembre. Les gens se réunissent là-bas pour s'inscrire et obtiennent un ticket du parti TGV. Bien que je ne sois pas certain de la raison exacte, étant donné que nous sommes en pleine campagne électorale, il s'agit probablement d'un moyen de mobiliser les gens en échange de leur engagement électoral. Ils reçoivent 20 milliards en espèces. Pour s'inscrire, il leur faut présenter une pièce d'identité et ensuite ils reçoivent un ticket. Selon des informations recueillies sur place, 3 personnes ont déjà enregistré leur participation. Aux jeunes, on leur a fait la promesse d'un emploi après les élections. De plus, des détails supplémentaires ont été recueillis à leur sujet pour obtenir des informations plus approfondies. Chez nous, ces inscriptions ont commencé la semaine dernière et il y a maintenant 300 personnes enregistrées. Nous avons dû remplir plusieurs formulaires. On dirait que c'est une garantie d'opportunité d'emploi. Ils nous ont posé des questions sur nos activités professionnelles. Pour ma part, j'ai indiqué que je faisais des petits boulots en aidant les gens à déplacer des objets lourds de temps en temps. Il semblerait que nous devions nous rendre à un événement de campagne du président ce samedi. D'après ce que j'ai entendu, c'est en quelque sorte une variante de Tuskia Famine. Outre l'achat de votes par le parti TGV lors des élections à venir, cette manœuvre frauduleuse sert également à mobiliser des gens pour participer à la campagne électorale en cours et implique aussi la distribution de t-shirts aux inscrits en plus des incitations financières. Ils n'ont pas distribué d'argent, mais des t-shirts, ce qui a amusé les gens. Ils semblent tous vouloir de l'argent. Personnellement, je suis prêt à accepter de l'argent, peu importe le parti, tant qu'ils ne vérifient pas si je les ai réellement soutenus. Cela m'aidera à subvenir aux besoins de ma famille en ces temps troubles. On m'a dit que pour le TGV, il faut s'inscrire et participer à la campagne électorale de ce samedi. C'est là qu'on recevra de l'argent. L'achat de votes ne se limite pas à ces 20 milliards, mais dépasse largement cette somme selon les informations. Une telle situation s'explique par l'extrême pauvreté dans le pays, une pauvreté que certains manipulent pour servir leurs intérêts. Sur son téléphone, cette mère franco-israélienne regarde inlassablement des photos de sa fille. Moria, de nationalité israélienne, était à la rave party samedi. On peut la voir ici à gauche. Depuis, plus aucune nouvelle de cette jeune fille de 24 ans. Une attente insoutenable. On ne sait rien du tout. On est en train de passer sur tous les films qui passent à Telegram. On la cherche pour voir si elle n'est pas en otage ou peut-être que... On ne sait pas. Jetée dans la rue, à Gaza, morte, vraiment, on ne sait vraiment pas ce qui se passe avec elle. Dans des dizaines de familles, les mêmes scènes d'angoisse et d'impuissance. Cet homme n'a plus de nouvelles de ses parents de nationalité israélienne et italienne. Son père a une maladie auto-immune et se déplace en chaise roulante. Avec sa femme, ils étaient réfugiés dans un bunker de leur kibboutz avant de disparaître. De nombreuses personnes du kibboutz nous ont dit que leur maison a été vidée et brûlée. Et ça nous laisse penser qu'ils ont été enlevés. Selon les autorités israéliennes, il y aurait environ 150 otages actuellement aux mains du Hamas.